Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que font les meilleurs, et les meilleurs côté client. Les DSI, les RSSI que je rencontre, j'en ai rencontré une centaine en un an, et je voudrais vous partager avec vous ce qu'ils font. Je trouvais ça sympa. Certains sont dans cette salle, beaucoup sont aux États-Unis, mais certains sont dans cette salle. Donc il y aura peut-être des anecdotes un peu personnelles. Je ne sais pas encore si je citerai les noms, ça dépend un peu de l'ambiance. Voilà. Alors, je pense que vous savez comme moi, que la sécurité de votre entreprise n'est pas au bon niveau. Je pense que vous en êtes totalement conscient. Tous ceux qui sont dans cette salle en sont conscients. Pourtant, vous faites ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, parce que votre budget n'est pas énorme. Hein. Quand je vous rencontre, vous vous battez pour avoir des budgets supplémentaires, mais ce n'est pas naturel. Vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos connaissances. La technologie évolue hyper vite, donc parfois, ce n'est pas si simple. Vous faites aussi ce que vous pouvez en fonction de la compréhension de vos dirigeants. Certains comprennent bien ce que vous faites, d'autres pas du tout. Et en fait, pour moi, parce que je vous ai au téléphone, pour ceux qui sont mes clients, dès qu'il y a un incident. Alors, j'aime bien vous avoir au téléphone, mais c'est quand même de plus en plus fréquent. Et à chaque incident de sécurité, c'est comme une bombe qui éclate au milieu de la nuit. Donc il va falloir quand même qu'on trouve un autre moyen, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir une hotline permanente dès qu'il y a un incident de sécurité. Le monde aujourd'hui, c'est une conviction profonde, est devenu totalement numérique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, on pouvait encore contourner certains services et puis y accéder de manière traditionnelle. Aujourd'hui, pour certains services, vous ne pouvez plus y accéder sans le monde numérique. Donc le monde numérique est capital, et pourtant, la sécurité n'est pas du tout au bon niveau. J'ai l'habitude de dire qu'on est, pour moi, à la préhistoire de la cybersécurité. Alors c'est plutôt bien pour nous tous, parce que pour les 20 ans à venir, ça va être plutôt sympa. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais la sécurité aujourd'hui n'est pas au bon niveau. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. 2014-2015, c'est la période des méga breaches. Hein. Il y a eu Target, il y a eu Sony. Je me demande ce qu'on aura avant la fin de l'année. Et puis, si vous regardez certains sites qui existent aux États-Unis, vous avez la liste des incidents de sécurité qui arrivent quotidiennement. Alors, ils sont tous aux États-Unis. Ce n'est pas que les Américains sont moins bons que les Européens. C'est simplement parce qu'ils ont l'obligation de les rendre publics aujourd'hui. Et donc, il y a des incidents, des problèmes de sécurité tous les jours. Donc, je me demande en fait comment on va terminer l'année sur ce domaine-là. Alors moi, je suis persuadé que la période 2015-2020, c'est la période dans laquelle va arriver en fait une cybersécurité plus ambitieuse, plus efficace, plus complète. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne vois pas. Vous êtes d'accord ou vous dormez tous là en fait? Non? Bon. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc, c'est de cette rupture 2015-2020. Ce que doivent faire les meilleurs RSSI, les meilleurs DSI, ce que j'ai appelé les élites de la cybersécurité. Alors ces élites, aujourd'hui, ils mettent en place des programmes de transformation de la sécurité. Et ces programmes de transformation de la sécurité, c'est comme une course contre l'ennemi, contre le crime organisé, contre l'espionnage industriel. Ce qu'a raconté hier ou avant-hier Eugène Kaspersky, c'est vraiment une course. Il faut aller de plus en plus vite. Il faut engager ces programmes de cybersécurité. On n'en est plus du tout au stade de la prise de conscience. Hein. L'époque où on essayait d'évangéliser, raconter ce qu'était la sécurité, enfin, on l'a tous fait, c'est derrière nous tout ça. Maintenant, c'est comment je fais vraiment pour me protéger. Alors, comme on est à Monaco aujourd'hui, j'ai trouvé sympa de prendre l'image des courses de voile pour illustrer en fait cette vitesse, cette accélération, cette mise en place des programmes de transformation de la sécurité. J'aime bien l'image des courses de voile parce qu'elles sont à la fois techniques, tactiques, stratégiques, et puis surtout l'environnement change en permanence. Et finalement, c'est bien ce que vit le RSSI et le DSI tous les jours. Dans une course de voile, vous avez les vagues qui bougent, les courants, le vent, etc. Donc il y a un vrai mouvement. Alors, avant la course, les meilleurs RSSI, les meilleurs DSI font un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas techniques. J'ai l'habitude aussi de dire que dans la cybersécurité, il ne faut pas tout de suite penser produit de sécurité.
les rajouter les uns à côté des autres. Il y a plein de choses à faire qui ne sont pas techniques. Alors le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet des RSSI. Il y a des RSSI dans la salle? Vous pouvez vous lever, ceux qui sont RSSI? Ça va vous réveiller parce que vous dormez tous là. Vous pouvez vous lever? Allez, allez, allez. Non, non, il y en a plus. Voilà. Bon, vous restez debout alors en fait. Hein, non? Bon. Alors, on va parler des RSSI. Alors, c'est un peu spécial, un RSSI. C'est là où je ne sais pas si je cite des noms ou pas. Mais j'ai fait la découverte suivante avec les RSSI, quelque chose de très particulier. Les RSSI aiment la sécurité. Particulier d'aimer la sécurité. Il n'y a pas beaucoup de jobs où on aime ce qu'on fait. Ben, c'est le cas des RSSI. La plupart des RSSI, du moins ceux qui réussissent à protéger leur entreprise, ils aiment la sécurité. Est-ce que vous savez pourquoi ils aiment la sécurité? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer? Non? Il n'y a pas un qui veut venir ici expliquer pourquoi il aime la sécurité? Non? Aucun volontaire? Pouvez vous relever les RSSI que j'en choisisse un? Personne ne se lève là. Hein. Bon. Non, oui? Ils sont peureux. Bah, c'est pas parce qu'on est peureux qu'on aime la sécurité. Vous n'êtes pas RSSI alors? Heureux. Non, ils sont heureux. Non, les RSSI aiment la sécurité. Je pense que la première raison, ils ne se voient pas du tout comme des RSSI. Ils se voient comme des serviteurs de leur entreprise. Ils rendent service à leur entreprise. Et quand on rend service, on aime son métier. Voilà, je pense que... Enfin, c'est votre sentiment? Non? Ils se voient comme des serviteurs. Et ça, c'est quand même assez unique. La deuxième caractéristique importante des RSSI, pourquoi ils aiment leur métier, c'est parce qu'ils ont un vrai sens du devoir. Ils sont persuadés, en leur âme et conscience, que personne ne protégerait mieux leur entreprise qu'eux. Parce que la sécurité, ce n'est pas que de la technique. Il faut connaître son entreprise, il faut connaître tous les petits détails, il faut connaître l'historique du système IT, il faut connaître les bons, les mauvais. Et tout ça, c'est la connaissance de l'entreprise. Voilà. Donc ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs, ils sont tellement persuadés qu'ils sont bons, qu'ils ont le devoir de convaincre leur DSI, pour les DSI qui sont ici, devoir de convaincre leur DSI de leur donner le budget dont ils ont besoin pour mettre en place une sécurité ambitieuse. Alors j'ai eu un dîner sympa cette semaine, et je ne vais pas donner son nom, mais donc il me racontait avec passion qu'il avait réussi à aller présenter devant le directeur général de son entreprise, une entreprise de 200 000 personnes, parler pendant 1 heure de cybersécurité. Ah, c'est fantastique ça. Ça lui a pris 1 an de remonter jusqu'au COMEX de son entreprise pour réussir à parler de cybersécurité et mettre la cybersécurité au niveau de l'agenda. Voilà. Donc les RSSI aiment la sécurité. Ils ont une troisième caractéristique, ils sont passionnés. Et c'est nécessaire d'être passionné. Parce qu'en fait, c'est un métier hyper difficile. On a des embûches, des emmerdes tous les jours. Donc on a souvent un genou à terre. Et pour se relever, il faut une passion. Il faut de l'enthousiasme, il faut de l'opiniâtreté. Il faut, je dirais même, de la résistance à l'échec. Voilà, c'est tout ça un RSSI. Donc pour ceux qui sont là, je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'est vraiment un métier fantastique. Voilà. Alors le deuxième sujet qui est important, organisationnel, c'est que pour gagner une course, il faut que le skipper, donc le pilote, celui qui tient la barre, soit aligné avec le directeur de course. Le RSSI qui a de la chance, il a un DSI ou un secrétaire général, ça dépend à qui il est rattaché, qui comprend la cybersécurité. Et pour ça, pour partager la même vision, la même direction, les mêmes objectifs, ils ont une roadmap de cybersécurité. Et cette roadmap, alors c'est important, je pense que certains d'entre vous sont RSSI, ils n'ont pas de roadmap. Cette roadmap de transformation de la sécurité, c'est important de voir qu'elle doit avoir 2 volets. Un volet organisationnel et un volet technique. Dans ce volet technique, il faut 2 aspects, la protection et la supervision de sécurité. J'ai l'habitude de dire que la cybersécurité, ça marche sur 3 pieds. On s'organise, on se protège et on supervise. Alors donc c'est les 3 éléments qu'on doit trouver dans une roadmap. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore, je vous invite à venir en discuter avec nous. Donc ces 3 points-là, 3 aspects service, on s'organise, on se protège, on supervise.
doivent être faits autour de 5 piliers. Et on va parler de ces 5 piliers pendant toute la présentation. En tout, ça fait 15 points à couvrir dans une roadmap. L'expérience que j'ai quand je vous rencontre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 50 à 60% de ces 15 points qui sont couverts. Donc, il n'y a pas de fatalité sur les attaques réussies. Le hacker qui est malin, il va aller se mettre dans la fenêtre qui est ouverte, parce que de toute façon, vous avez en moyenne 40% des fenêtres qui sont ouvertes. Voilà, donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça que la roadmap doit être là pour mettre en place ce programme de transformation. Alors là, la troisième chose avant de démarrer la course, hein, le skipper ne peut pas gagner la course sans son équipe. Et il connaît tous les défauts de son équipe. Le pilote connaît tous les défauts de son équipe. Il connaît leurs points forts, leurs points faibles. Il sait s'ils sont suffisamment expérimentés dans certains domaines. Il vérifie leurs connaissances en permanence. Et pour le RSSI, c'est exactement la même chose. Le RSSI doit professionnaliser son équipe. Alors ça, c'est un élément de réflexion pour vous. Est-ce que dans votre programme de sécurité, vous avez un plan de développement de votre équipe? Est-ce que vous vous occupez d'eux? Est-ce que vous essayez d'augmenter leurs connaissances, de les entraîner? Qui a un plan pour s'occuper de son équipe parmi les RSSI? Vous pouvez lever la main? Vous en avez tous un, je suis sûr, aujourd'hui. Hein. Il y a moins de mains tout à l'heure que tout à l'heure. Non, c'est super important. Là, avoir une équipe qui est super bonne pour s'occuper de ces sujets-là en interne, c'est important. On a une offre de conseil stratégique qui est spécialisée en professionnalisation des équipes. On fait d'ailleurs en ce moment beaucoup d'exercices de gestion de crise. Voilà, alors cette vidéo qui nous a été gentiment prêtée par notre partenaire Oracle sur des images de la course de l'America. Maintenant que le RSSI, on sait qu'il est passionné, on sait qu'il a un cap et on sait qu'il s'occupe de son équipe, alors on démarre la course. La course, c'est pour illustrer les 5 étapes d'un programme de transformation de la sécurité. Alors, la plupart d'entre vous ne couvrent pas aujourd'hui ces étapes, ce sont des sujets ambitieux, que les meilleurs RSSI dans le monde adressent. Et certains d'entre vous ont commencé cette transformation et je serai ravi d'en parler avec vous après. Donc la course est démarrée, on fonce vers la première bouée et le RSSI ou le skipper est concentré. Le skipper s'occupe à la fois de ses flotteurs, il s'occupe de ses safrans, il s'occupe de son mât. Il a une vue globale de bout en bout. Pour le RSSI, c'est la même chose. Donc les flotteurs du bateau, pour le RSSI, c'est la sécurité des infrastructures et la sécurité des terminaux, c'est la base. Alors ça déjà, c'est pas toujours nickel, mais on peut considérer que la plupart d'entre vous adressent ces sujets. Dans la sécurité des infrastructures, il y a bien sûr les serveurs, le stockage, les réseaux, et puis cette couche intermédiaire de middleware pour la virtualisation. Et puis la sécurité des terminaux, à la fois fixes et mobiles. Ça, ce sont les 2 flotteurs. Ensuite, le RSSI de talent, il va s'occuper également de ses safrans, ce qui pilote, ce qui aide à piloter le bateau ou ce qui est vraiment le nerf de la guerre dans une entreprise, ce sont les applications. Et il y a 2 safrans sur un kata. L'idée, c'est 2 familles d'applications, les applications traditionnelles et puis les applications qu'on appelle cloud native, qui sont développées en utilisant un PaaS et des méthodologies DevOps. Voilà, donc 2 familles d'applications. Et le RSSI de talent, il se préoccupe de la sécurité des applications.
Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des attaques se passent via les applications. Pourtant, l'ensemble des personnes ici présentes, en moyenne, vous consacrez 20% de votre budget sécurité à la protection de ces applications. Donc il y a un vrai déséquilibre. Alors, le RSSI aime bien agir en connaissance de cause. Donc la première chose qu'il veut faire, c'est savoir s'il y a des trous dans ces applications. Et pour ça, il fait des tests de sécurité des applications. Alors des tests qu'on appelle statiques, qui sont à la fois l'analyse de code, et puis des tests dynamiques, c'est l'application déployée dans son environnement. Et aujourd'hui, en moyenne, vous testez 5% de vos applications. Parce que les tests sont manuels, donc vous faites un échantillonnage et vous testez 5, pour certains d'entre vous, 10% de vos applications. Alors on s'est dit que ce n'était pas terrible, et le groupe Capgemini est le leader mondial aujourd'hui des tests fonctionnels des applications, des tests qualité. On fait 1 milliard de business en tests fonctionnels, et depuis des années, en fait, on a développé l'automatisation de ces tests pour justement pouvoir traiter des gros volumes. On a appliqué exactement la même méthode pour le domaine de la sécurité. On a automatisé les tests, on a fait un partenariat mondial avec HP, on a déployé leur application Fortify on Demand dans un data center Tier 4 au Luxembourg. Alors, il y a une raison pour ça, c'est que le Luxembourg est un peu la Suisse des données. Vous ne pouvez pas faire de requêtes en fait, sur les données au Luxembourg. Et on est capable donc d'embarquer l'ensemble des applications d'une entreprise. Prenez par exemple une banque qui a 2000 applications. Et grâce à cette réduction des coûts à l'automatisation, donner une vision complète sur les trous dans les applications de sécurité. Donc le résultat de ça, ça va donner quoi? Plein de trous. Il n'y a pas un prestataire de service en IT meilleur que l'autre pour développer ça, parce que c'est une question de prix. Développer une application sécurisée, ça coûte 10 fois plus cher. Donc comme dans les cahiers des charges des entreprises, il y a très peu d'éléments sur ce sujet-là, il n'y a pas beaucoup de prestataires qui font d'efforts. Donc les applications arrivent pleines de trous. Et il est impossible de corriger tous les trous. Donc pour ça, le RSSI va déployer une architecture de sécurité autour de l'application à base de WAF, donc des Web Application Firewall. Et là, on a fait un partenariat mondial qu'on a annoncé il y a 2 jours avec Fortinet sur ce sujet. Donc un WAF bien déployé, ça permet de masquer 85% des problèmes dits de l'OWASP pour les spécialistes, sur les 10 risques principaux de l'OWASP, sur les applications. Donc vous savez, en testant les applications de sécurité là où vous en êtes, vous masquez les trous, et puis il reste 15% des risques, et là vous pouvez demander à vos prestataires de les corriger. Et donc l'équilibre sécurité-coût est respecté. Voilà, donc ça c'est un premier élément que font les RSSI de talent quand ils sont bien compris par leur DSI. Il y en a un d'entre vous là, qui m'a raconté que quand il a essayé de parler à son directeur général, il lui a donné une image, il lui a dit « mais si on était constructeur de bateaux, est-ce qu'on laisserait le bateau sortir du port avec la coque pleine de trous ?» Voilà. C'est un peu ce qu'on fait tous les jours dans nos entreprises quand on rajoute des applications et qu'on ne s'en occupe pas. Donc le RSSI de talent passe la première bouée, fonce vers la deuxième bouée, il accélère, il s'occupe de toutes les parties sensibles de son bateau, et là, il va s'attaquer à un sujet qui est encore plus difficile. Donc il a sécurisé ses infras, ses terminaux, ses applis, et là, il va s'occuper des données. Alors les données, il faut avoir des idées claires sur ce sujet. Vous avez des données qui sont de 2 catégories. Vous avez les données structurées, non structurées, d'abord. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des données structurées. Vous avez tous des bases de données. Dans le groupe, on a une très très grosse activité de bases de données, en particulier avec Oracle. Et donc, sécuriser les données statiques, c'est extrêmement important. Sécuriser les données que vous avez dans vos bases de données. Et la plupart du temps, ce n'est pas fait. Parce que la sécurité d'une base de données, ce n'est pas que le chiffrement. Alors, si vous prenez une base de données Oracle, vous avez le chiffrement natif à partir de la version 11G, mais il n'y a pas que ça. Il y a du data masking à faire, il y a du contrôle d'accès, il y a également du WAF de database. Voilà, donc il y a tout un environnement sur la protection des données qui est important. Certains d'entre vous ont un programme sur ce sujet, beaucoup n'en ont pas encore. Il y a un deuxième aspect sur les données, c'est que les données, elles peuvent être chez vous ou dans le cloud, par exemple dans les applications SaaS. Dans les applications SaaS, ce qui est intéressant, c'est de savoir si la politique de sécurité de votre entreprise est respectée. Quand vos utilisateurs utilisent les applications SaaS, par exemple Salesforce.com, est-ce qu'ils respectent la politique de sécurité de votre entreprise? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs données? Ça, aujourd'hui, c'est possible de le faire en mettant en place des gateways de sécurité.
Et vous pouvez également chiffrer les données dans les applications SaaS. Voilà donc le skipper d'élite est toujours à la barre, il a passé sa deuxième étape, il a passé la deuxième bouée, et pour rejoindre la troisième bouée, il doit faire une manœuvre beaucoup plus technique qu'un virement de bord. Donc pour ceux qui font de la voile, le virement de bord quand on est à pleine vitesse, c'est plus technique, c'est plus compliqué. Et donc on va choisir un sujet plus technique dans la sécurité, vous allez voir, qui est le sujet de la gestion des identités et des accès. Alors pourquoi c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué parce que c'est très IT et très sécurité. Donc il faut déjà la double compétence. L'IAM, Identity and Access Management, a de l'adhérence partout dans un système d'information. Donc c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a 50% des projets d'IAM qui se plantent complètement. Alors quand je dis complètement, c'est bien sûr le RSSI, le DSI ne le disent pas, c'est-à-dire qu'ils réduisent considérablement leur ambition, il y a un petit peu d'IAM qui fonctionne, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et puis la deuxième chose, c'est que l'IAM du passé, l'IAM traditionnel, est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un utilisateur veut pouvoir accéder à n'importe quelle donnée, depuis n'importe quel terminal, en passant par n'importe quel réseau, via n'importe quelle application. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'IAM dynamique. Et l'IAM du passé ne peut pas traiter ça. Il faut des chaînes dynamiques de traitement. Donc c'est deux raisons qui font qu'il est temps de mettre en place un IAM ambitieux de nouvelle génération. Nous, on n'est pas vendeur de produits. Donc les recommandations qu'on a, c'est des recommandations qui me viennent de vous, en vous écoutant, en écoutant ce que font les meilleurs. Pourquoi c'est compliqué de mettre un programme IAM en place ? Qu'il n'y a pas un seul produit du marché qui a toute la couverture fonctionnelle. Tous ceux qui vous disent « oui, je fais tout », en fait, ça n'existe pas. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a préintégré 3 produits IAM ensemble pour ne pas passer notre temps, lors du déploiement d'une solution d'IAM, à faire de l'intégration de système. Parce que ce n'est pas ça un projet IAM. Un projet IAM, c'est un projet organisationnel et c'est un projet de connexion vers les applications. Créer les back-end connecteurs qui vont aller se relier directement aux applications. Si vous passez votre temps à essayer de faire marcher 3 produits qui n'ont jamais été conçus pour marcher ensemble, le projet se plante. Donc on a préintégré ça et on délivre chez nos clients des plateformes single tenant que l'on peut opérer pour eux à distance. Voilà, donc retenez ça, je pense que l'ID as a service, qui a une vue complète, gestion du cycle des identités numériques, authentification basée sur les risques et autorisation contextuelle. Quand vous avez l'ensemble, vous avez un IAM de nouvelle génération. Faut préciser le fait, sans doute, autorisation contextuelle. Ce n'est pas parce que vous avez été authentifié qu'on vous donne l'accès aux données. Parce que si le contexte n'est pas le contexte habituel, on bloque l'accès. Gardez en tête que quand tous les systèmes de sécurité tomberont à la suite d'une attaque, celui qui doit rester en place, c'est le contrôle d'accès. Donc le RSSI a terminé sa 3e bouée, il fonce vers la 4e bouée à pleine vitesse, et là, il doit continuer à accélérer, mais il ne faut pas qu'il casse son bateau. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être, l'analogie avec ça. C'est quand le DSI a décidé, en même temps que le RSSI, de faire une roadmap de transformation de l'IT. Alors là, il y a tout qui bouge. Il y a l'IT qui est en train d'être modifié, puis il y a le RSSI qui essaie de mettre en place sa sécurité tant bien que mal. Parce que le DSI qui a une vision, il doit à tout prix avoir accès à un cloud public. Il n'a pas le choix. Le débat, est-ce que je dois mettre mes données dans le cloud public, est-ce qu'il doit être souverain, il est derrière nous, celui-là. C'était le débat d'il y a 3-5 ans. Aujourd'hui, tous les DSI mettent une partie de leurs données dans des clouds publics. Ils ont également des clouds privés. Donc, en fait, ils mettent en place un cloud hybride. Ça, pour un RSSI, c'est vraiment pas simple. Quand il y a toute l'entreprise qui est en train de bouger dans cette dimension-là et que lui, il a son programme de sécurité, il doit faire très attention à synchroniser les roadmaps. Ça vous semble peut-être évident, mais je peux vous assurer qu'au quotidien, c'est super difficile à gérer. Donc, la sécurité des clouds hybrides me semble être un sujet très important dans une roadmap de sécurité aujourd'hui. Et pour les meilleurs d'entre vous, c'est un sujet, bien sûr, que vous adressez. Voilà, on arrive vers la bouée finale, la dernière ligne droite. Donc, on fonce vers la ligne d'arrivée. Et là, le RSSI
veut avoir une vision globale sur le plan d'eau. Il veut avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe. Et ça, c'est l'image du SOC, le Centre opérationnel de sécurité, détection, réaction face aux cyberattaques. Alors, je voudrais vous dire une chose qui est pas simple à entendre pour ceux qui ont investi récemment dans un SOC, et certains d'entre vous, que je connais bien, ont fait le choix récemment de mettre un SOC qui ne détecte que les logs. À 99% des attaques ne sont pas détectées sur les SOC qui utilisent des logs. Et ce n'est pas que les SIEM, SIEM sont morts. Ça, c'est vraiment une mauvaise analyse. Le SIEM fait ce qu'il peut. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est que les sources de données sont insuffisantes. Et aujourd'hui, si vous avez un SIEM qui fait partie d'un SOC qui ne détecte que des logs, vous voyez quasiment rien passer. Donc aujourd'hui, les SOC ambitieux, qu'on appelle spécialisés en analyse de données ou avec des capacités de troisième génération, sont des SOC qui combinent des sources de données multiples. Vous avez des données qui viennent des terminaux. Vous avez des données qui viennent de l'analyse de la charge utile du fichier, la payload, dans une sandbox, en temps réel, en temps différé. Vous avez des données qui viennent du réseau, le NetFlow. Vous avez des données qui viennent de la trame complète, donc les network packets. Et vous êtes capable de reconstruire des sessions complètes. C'est ça un SOC de dernière génération. Il a une multitude de sources de données. Et ça ne s'arrête pas du tout à un SIEM. Mettre un SIEM en place, ce n'est pas mettre un SOC en place. C'est vraiment deux choses différentes. Le SIEM est nécessaire, le SIEM n'est pas du tout mort. Mais il est loin d'être suffisant. Il faut rajouter aussi dans un SOC de troisième génération, c'est de l'analytics, de l'analyse big data. Mais encore faut-il avoir des big data. Si on n'a pas de big data, l'analytics, ça ne sert à rien. Et puis l'analytics, c'est intéressant si on a des patterns d'analyse sur cette analyse. Donc il faut choisir des use cases, des cas d'usage qui vous permettent d'avoir un usage efficace de l'analytics. Voilà, c'est tout ça un SOC de troisième génération, et c'est ce qui permet au RSSI de talent aujourd'hui d'avoir une capacité de détection et de réaction face aux cyberattaques. Alors est-ce qu'on est au bout de l'histoire? Très loin de là. Je pense que vous avez peut-être assisté pour certains d'entre vous à une conférence très technique qu'on a faite il y a 2 jours. C'était notre directeur de la R&D sur certains aspects un peu nouveaux des SOC. On travaille en ce moment sur la prise de contrôle à distance des SOC. Donc ça, c'est un sujet qui nous passionne. Si on sait prendre le contrôle de la console de l'analyste, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc ça, c'est un sujet qui nous passionne beaucoup. Et un deuxième sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est quand vous rajoutez un produit de sécurité, par exemple une sandbox, s'assurer que son déploiement est bien fait pour qu'en fait, vous ne rajoutiez pas une backdoor dans votre système. Voilà, donc ça, c'est des sujets d'analyse que l'on a en ce moment et qui vous ont été présentés dans une conférence technique il y a 2 jours. Voilà, alors, pour rendre les choses un peu concrètes, je voudrais inviter Jean-Paul Mazoyer à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Jean-Paul fait partie des DSI, pour moi, alors je ne vais pas le faire rougir, mais des DSI modernes. On ne va pas dire d'élite parce que là, ce serait trop prétentieux, mais des DSI modernes. Parce qu'il a intégré la dimension sécurité complètement dans sa démarche. C'est vraiment, ça fait partie de lui. Il s'y est intéressé très fortement. Il est totalement aligné avec son RSSI. J'espère qu'il est dans la salle, là, je ne vois pas, mais j'imagine qu'il est dans la salle. Ils n'ont pas un dialogue de sourds entre eux. Pourtant, le RSSI n'est pas facile, il le challenge beaucoup. Mais non, ils se comprennent bien, ils sont bien alignés. Et donc, j'ai voulu inviter Jean-Paul pour qu'on puisse avoir un petit dialogue sur ces programmes. Alors, Jean-Paul, une première question. Pourquoi la cybersécurité, ça t'a intéressé? Pourquoi c'est important pour toi? La première chose, c'est, je voulais revenir sur tes propos tout à l'heure. J'ai adoré ce que tu as dit sur le fait que les hommes de sécurité aiment la sécurité, se sentent fondamentalement être des serviteurs de leur entreprise et ont cette passion. Je crois, pour différentes raisons, que je suis câblé comme ça aussi. C'est-à-dire que même sans être natif de la sécurité, ne pas avoir directement un rôle, au départ en tout cas, sur la sécurité, ça m'a passionné dès que je suis tombé dedans. Voilà, on va le dire comme ça.
La deuxième chose, c'est évidemment en tant que DSI d'une grande banque, on est confronté au sujet de sécurité depuis des décennies, je devrais dire même des années ou des décennies. Je crois que la première attaque en cybersécurité, c'est 1972, avec un opérateur dans une banque qui s'amusait à récupérer les centimes, les derniers centimes, et il avait fait des virements de 1 à 9 centimes. Et avec ça, il s'était constitué un compte de plusieurs centaines de milliers de dollars. On n'était pas très vieux en 72. Exactement, on n'était pas très très vieux. Mais tout ça pour dire qu'une banque, de toute façon, elle est confrontée à ça intrinsèquement. Et en plus, elle a une image de coffre-fort vis-à-vis de ses clients. Donc la perte de confiance, le risque d'image est considérable si jamais on est attaqué et que ça se sait, on va le dire plutôt comme ça. Donc ça, c'est au titre de DSI d'une grande banque. Après, j'ai élargi un petit peu le propos en disant il faut aussi que j'arrive, parce que j'ai cette sensibilité à la diffuser auprès des DSI des grandes entreprises. Donc j'ai pris une responsabilité au sein du CIGREF, président du cercle cybersécurité, pour dire au DSI, c'est votre job. Vous ne pouvez pas passer au travers de ça. Vous ne pouvez pas rester en disant c'est un problème technique. Tout ce que tu as développé là m'a semblé absolument crucial pour que la cybersécurité remonte à un niveau qui soit au minimum celui du DSI, mais que ce soit le DSI qui convainque sa direction générale de le faire. Et puis le dernier élément, c'est qu'avec cette casquette-là, ou cette double casquette, je me suis dit qu'il fallait carrément aller plus loin et se dire, tant qu'à faire, essayons de parler à l'opinion publique de cybersécurité. Et avec toi, grâce à toi, on a réussi à faire une campagne, on en parlera cet après-midi, mais je pense que c'est un sujet qui... Vous donnez le nom quand même? Oui, la Hack Academy. Mais je pense que c'est quelque chose qui, au-delà du nom, au-delà de ce que l'on a fait, je pense qu'il est important aujourd'hui que Madame Michu comprenne ce que c'est aussi que les premiers gestes qu'elle doit faire pour éviter de favoriser ces attaques. Voilà, tu vois un ensemble de choses au niveau de la cybersécurité, une vraie passion. Bon, moi je trouve ça assez bluffant de la part d'un DSI d'avoir cette vision. Ils sont de plus en plus comme ça, mais ils ne sont pas encore tous comme ça, donc il va falloir les faire bouger. Tu as vu mon analogie de la voile? Tu as le pied marin ou... Alors moi, pas du tout. Je suis plutôt de l'armée de l'air, et donc pas du tout marin. Je suis capable, je crois, d'être malade sur un matelas dans une piscine en plein été, tu vois, donc c'est pas du tout marin. Par contre, si tu veux m'amener sur le côté, la complexité, alors on l'a vu avec la technologie, on l'a vu avec la complexité de l'équipe, de faire fonctionner ça, oui, là, je me sens complètement le pied marin. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi, ce que tu fais par rapport à ce que j'ai présenté? Ton programme de transformation de la sécurité, sans tout dévoiler, mais ouais. Est-ce que tu peux donner quelques grandes lignes? La première chose, c'est que j'ai souhaité d'abord qu'on sanctuarise tout ce que l'on avait fait depuis des années. Je disais, c'est pas quelque chose que l'on a découvert il y a 1 an ou 2 ans. La cybersécurité, on en fait depuis des années. Et tout le travail qui a été fait par les équipes de Gilles Delisle, de l'RSSI Group, du Crédit Agricole, a été absolument remarquable durant des années. Simplement, je crois qu'il avait du mal à convaincre son DSI ou sa direction générale d'aller plus loin. On a pris conscience également, au-delà de cette sécurité, les droits d'accès, la périmétrie, qu'il fallait, face à la nouvelle menace, passer à un cran supplémentaire et aller dans ce que tu as décrit, c'est-à-dire de la surveillance et de la capacité de réaction. Pour le faire, on a d'abord saisi des opportunités, on a adossé une grande partie de la production informatique du groupe à un industriel, Capgemini, après un long appel d'offres, et on s'est dit à ce moment-là, on va s'adosser sur Cap pour faire de la sécurité avec un industriel. Moi, je me souviens, il y a quelques temps, je crois que c'était avant que tu arrives, j'avais visité un des SOC qui est opéré par Cap, et il y a une personne qui est aujourd'hui dans tes équipes qui a essayé de m'expliquer comment il avait craqué à ses heures perdues le système de sécurité du smartphone, de son smartphone. C'était un Français, les slides étaient en français. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais rien. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il était absolument passionné par son boulot. C'est la passion que tu évoquais tout à l'heure. Mais après, je me suis dit, bon, très bien, mais comment je suis capable de recruter quelqu'un comme ça, de savoir s'il est compétent, pas compétent, de l'intégrer, de le manager, de le former, de le maintenir en compétence, de le payer, de le faire travailler. Je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Autant c'est stratégique pour une banque, autant on n'aura pas durablement les compétences pour être capable de le faire tout seul. Donc il a fallu que je m'adosse à un industriel. Au-delà de cette
transformation qui a été opérée dans notre usine de production, j'ai saisi chaque opportunité pour dire la sécurité est super importante. On refait une application, la sécurité doit être native dans l'application. On fait un déménagement, la sécurité doit être intégrée. On refait quelque chose, voilà, c'est une démarche. On n'a pas fait un grand projet en disant on va dépenser des dizaines de millions ou des centaines de millions sur la cybersécurité avec des grandes annonces. On l'a fait de façon très humble, je crois que l'humilité est aussi une des caractéristiques des RSSI. On l'a fait de façon très humble et on s'est dit on va le faire très très progressivement. Et par rapport aussi à ce que tu as évoqué, j'ai sanctuarisé un budget. C'est-à-dire j'ai dit dès le départ au DSI et aux directions générales des entités du groupe, ça sera ce que vous dépensez aujourd'hui, et ça on le sanctuarise, et on y rajoute un certain pourcentage du budget informatique pour passer une autre étape, grandir le plus vite possible. Sanctuariser un budget, ça évite qu'après, le RSSI passe son temps à demander de l'argent. Parce qu'au moins, il a de l'argent, il le dépense. Et puis, dernière caractéristique, je crois, on a aussi fait de la RSSI une ligne régalienne dans l'entreprise, au même niveau que l'audit, les risques, pour dire, voilà, maintenant, ce qui est décidé par le RSSI, ça ne se discute pas, ça s'applique. Bah, écoute, moi, je considère que tu as un exemple. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Merci. Je dirais comme conclusion, c'est une slide qui rejoint le discours de Guillaume Coupard. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a être un prestataire de services compétent, mais il y a aussi être un prestataire de services de confiance. Et la confiance, ça se gagne au quotidien dans des échanges avec les clients. Et moi, c'est ce que je fais toutes les semaines avec vous. Et j'adore faire ça. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.